Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, 25e vidéo consacrée aujourd'hui à la métaphysique, troisième vidéo sur la métaphysique et aujourd'hui on va parler a priori de Platon et d'Aristote. Alors j'aimerais faire ici une toute petite parenthèse, j'ai ouvert une parenthèse la dernière fois en disant chez Héraclite, qu'est-ce qui pourrait être beau? Eh bien, je vous ai dit que donc chez Héraclite, le monde était en perpétuelle tension, hein, comme la lyre et l'arc. Et bien justement, qu'est-ce qui pourrait être beau chez Héraclite finalement? Bah, vous regardez toutes les statues, vous avez au jardin du Louvre, vous avez un jardin des statues, vous voyez toutes ces statues de dieux grecs. Et comment vous voyez ces dieux grecs? Ils sont ni en repos, ils sont en tension. Ils sont en train de faire. Quand vous voyez un archer, il prend son arc, il est vraiment dans une tension. Les corps sont complètement tordus. Vous voyez, vous sentez là que les dieux sont tiraillés entre plusieurs forces et justement c'est pour ça qu'il y avait une telle précision sur la façon dont ils faisaient les muscles et les corps, parce qu'il fallait que le corps montre cette tension qui était vraiment la sagesse héraclitéenne et qui se retrouvait quelque part dans tout l'univers, et ça devait aussi se retrouver dans l'art. Et quand on se demande qu'est-ce qui est beau ce qui serait beau dans l'art chez Héraclite, ça serait justement des formes en tension. Et donc, je pense à ces statues grecques qui sont vraiment, on voit des corps tiraillés, ou des moments, des grands moments de bataille quand on voit de la peinture. Alors, il n'existait pas de la peinture grecque, on n'en a pas retrouvé, mais on voit toujours. C'est très intéressant de voir. On a soit des bustes, soit le corps en tension. Il est important de préciser un petit peu que Platon, déjà il est né en 427 avant Jésus-Christ, il est mort en 348 avant Jésus-Christ. C'est un Athénien, c'est comme si je vous disais c'est un Parisien en fait. Euh, c'est quelqu'un qui était jeune, beau, riche, et qui était noble surtout, et qui a fait à l'âge de, et surtout il s'appelait Aristoclès, hein, c'était le large d'épaule parce que Platon a fait les Jeux Olympiques en pugilat, donc c'était Mike Tyson en quelque sorte. Et Mike Tyson de la Grèce antique, là, Platon, il a fait à l'âge de 20 ans une rencontre avec Socrate, qui était son maître de philosophie. Et Socrate était quelqu'un qui, quand il s'exprimait, était absolument génial et était d'une très grande sagesse. Et cette sagesse a plu à certains et déplu à d'autres, hein, puisqu'on l'a mis à mort. On l'a condamné, on l'a fait tuer. Et par contre, ça a beaucoup plu à un certain Platon, qui s'est mis après à faire de la philosophie. Alors, c'est très compliqué de parler de Platon et d'être absolument sûr de tout ce qui a été dit ou pas, parce que dans la plupart des dialogues, c'est pas Platon qui parle, c'est Platon qui les écrit, mais Platon fait parler Socrate, il fait parler des tas d'interlocuteurs dans ces dialogues. Et il faut toujours mettre un bémol quand on parle de Platon, parce qu'on ne sait pas qui dit quoi en réalité. Et on ne sait pas quand c'est effectivement le personnage qui parle ou quand c'est Platon qui reprend et qui propose ses propres thèses. Vous avez un dialogue de Platon qui s'appelle le Criton, où en gros, j'ai déjà dit, c'est Socrate qui est condamné à mort, il est en tôle, et puis il y a tous ses potes qui arrivent et qui lui disent on a du pognon, on peut te sortir de là, on peut payer les gardiens, et puis tu peux t'échapper d'Athènes et tu vas dans une autre ville et comme ça tu te feras pas exécuter. Alors là, Socrate a tout un monologue pour expliquer que quand les lois de la cité étaient bonnes pour lui, il était bien content que les lois de la cité soient là. Et maintenant que la cité et ses lois ont décidé que il corrompait la jeunesse et donc qu'il devait mourir, eh bien, il va pas se pleurnicher que les lois, parce qu'elles sont plus de son côté. Puis en plus, il est vieux, puis en plus, il en a marre, et puis il aime bien Athènes, il a pas envie d'aller ailleurs. Et puis, qu'est-ce qu'on penserait de lui s'il devait partir d'Athènes et aller ailleurs? Je veux dire, voilà. Alors, je vais essayer de commencer par toute l'ambiguïté des textes de Platon sont donnés par justement Diogène Laërce là, dans cette petite phrase, hein. On dit aussi que Socrate, entendant Platon lire son Lysis, se dit « Bon Dieu, dit-il, comme ce jeune homme me fait dire des choses qui ne sont pas de moi. Et certainement il a écrit beaucoup de choses que Socrate n'avait pas dites. Platon fut aussi ennemi d'Aristippe,
et il est sûr en tout cas que dans son traité de l'âme, il l'accuse de n'avoir pas assisté Socrate lors de sa mort, bien qu'il fût alors à Égine et tout près. On veut qu'il ait été ennemi même d'Échine, parce qu'au temps où celui-ci était tenu en grande estime par Denis, il vint trouver Platon, qui le méprisa à cause de sa pauvreté, alors qu'Aristippe le soutint. Les discours qu'il met dans la bouche de Criton conseillant à Socrate de s'enfuir de la prison ne sont pas de Criton, selon Idoménée, mais d'Échine, et c'est pour être désagréable à ce dernier que Platon les aurait attribués à un autre. Par surcroît, Platon ne fait mention d'Échine en aucun de ses écrits, sauf dans son traité de l'âme et dans son apologie. Alors pourquoi cette petite lecture? C'est juste pour mettre un petit attention quand on entend quand on a les dialogues de Platon avec Socrate et tas d'autres gens, on ne sait pas du tout qui parle. Donc il faut admettre absolument quand on lit un livre de Platon, c'est Platon qui parle et c'est pas Socrate ou un autre qui parle. Donc ceci étant dit, ça ne gâche rien au texte, hein, mais bon, c'est voilà une petite indication. Hein. Socrate était un vilain menteur aussi. Il était jeune, beau, riche, champion de comment on appelle ça, de pugilat. Tout ça c'est bien, mais c'était aussi un menteur et un calomniateur. Et il voulait brûler aussi les œuvres de Démocrite. Hein, je veux dire, on le sait. Donc comme c'est quelqu'un qui quand il a un ennemi, il y va vraiment comme un boxeur, il y va à fond. Alors ceci étant dit, voilà, c'est les petites précautions qu'il faut prendre avec Platon, hein, c'est pas forcément un mec sympa. Par contre, il a écrit beaucoup de choses. Il a une vision du monde qui est très très dure, puisqu'elle est très elle est très idéaliste justement et elle est assez fausse en fait, mais je pense qu'il pose quand même des bonnes questions et je vais essayer de démêler ça tout en vous donnant l'essentiel de la métaphysique, tout en, et là je reprends ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit ça dans ma toute première vidéo qui est présentation générale, je dis une philosophie qui ne sert rien au quotidien ne sert à rien tout court. Donc il faut que ce que je dis soit en même temps juste, bon, vrai, parle de métaphysique et serve au quotidien. Donc je vais essayer de faire tout ça. Et on va parler maintenant de Platon et de ce qu'il a écrit. Alors, je vais vous lire un peu du Timée de Platon. Le Timée, c'est des textes de vieillesse de Platon. On est là, je suis quasiment sûr que c'est lui qui parle. Hein. Et je vous avais parlé justement de Thalès. Et pour le Thalès, évidemment, le monde est créé par Dieu, le monde est beau parce que le monde est créé par Dieu, et ça se retrouve exactement mot pour mot à Platon, donc j'ai pas inventé grand chose. Hein. Donc je vais vous lire le Timée de Platon, je vais vous lire quelque chose avant pour vous donner un peu l'idée de savoir qui est ce personnage. C'est ça. Donc, pour enfoncer un peu le clou sur Platon, avant de vous commencer à lire sa métaphysique, qui est intéressante, hein, je pense qu'il pose des bonnes questions, mais qu'il y répond mal, personnellement. Alors, mais on est tous un peu comme ça, en fait. Donc, en fait, pour vous faire prendre conscience de ce que c'est quand même Platon, je vais lire, en fait, là, ils sont en train de résumer un peu ce qu'il dit dans la République de Platon, alors que la République de Platon, c'est un texte de Platon, et vous avez le Timée de Platon, qui est un autre texte. Le Timée vient après la République, je crois. Donc, forcément, ils sont en train de récapituler ce qu'ils ont vu sur, on va dire, le meilleur état possible. État, hein, l'état, pas l'état des choses, mais l'état, la meilleure direction politique de la ville d'Athènes. Alors Socrate parle. Hein. En outre, nous avons fait aussi mention des femmes et dit comment il faut mettre leur nature en harmonie avec celle des hommes et les rendre pareilles et leur donner à toutes les mêmes occupations qu'aux hommes et à la guerre et dans toutes les circonstances de la vie. Et sur la procréation des enfants, il est avisé de se rappeler, vu sa nouveauté, que nous en avons dit, ce que nous en avons dit. Nous avons décidé que toutes les femmes et tous les enfants seraient communs. Ça c'est, a priori ça a l'air cool, entre tous
et nous avons pris des mesures pour que personne ne reconnaisse jamais ses propres enfants et que tous se considèrent comme de la même famille et voient des frères et des sœurs en tous ceux qui se trouvent dans les limites d'âge requises pour cela, des pères et des aïeux dans ceux qui remontent à des générations antérieures et des enfants et des petits-enfants dans ceux qui appartiennent à des générations postérieures. Donc a priori, si on prend juste cette ligne-là, le monde de Platon, c'est super. Ça ressemble à certaines tribus fin fond de l'Amazonie. Il y a pas de mari et enfin il y a pas de père et de mère. Ça a pas de sens. Je veux dire, les femmes et les enfants sont à tout le monde. D'ailleurs l'inverse est vrai. Hein, les hommes sont à toutes les femmes. Ça marche un peu. On partage tout. Et puis on est tous frères, quoi. On est tous potes. Mais alors attention, après ça se corse. Et pour obtenir si possible des enfants doués dès leur naissance du meilleur naturel, ne nous souvenons-nous pas d'avoir dit que les magistrats de l'un et de l'autre sexe doivent, pour assortir les époux, s'arranger secrètement en les faisant tirer au sort pour que les méchants d'un côté et les bons de l'autre soient unis à des femmes qui leur ressemblent sans que personne leur en veuille pour cela, parce que on attribue ces unions au hasard. Donc en gros, il faut faire que voilà, il faut qu'on se marie, enfin il faut qu'on fasse des enfants entre hommes et femmes de même nature, etc. Mais on va tirer ça au hasard quand même. On va faire semblant, on va s'arranger pour faire semblant de tirer ça au hasard, pour laisser les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Donc là, voilà, on n'est pas con. Donc en gros, bah il y a les riches, les puissants, tout ce que vous voulez d'un côté, et les bons, en gros, les gens de bien, comme dirait Henri Guillemin, qui vont s'associer d'un côté pour faire des enfants de bien, et puis de l'autre, hein, il y a tout le reste qui peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, on arrange, on fait en sorte que tout soit arrangé, quoi. On partage les femmes, les enfants, tout est partagé, clin d'œil, quoi. C'est vraiment le petit clin d'œil, quoi. On va faire croire qu'on fait ça, et on pourra pas nous reprocher de le faire puisque tout sera tiré au hasard. Donc voilà. Il y a aussi ça chez Platon, hein, une haine profonde de la démocratie. On ne peut pas lui en vouloir. À l'époque, beaucoup pensaient que même si elle était très puissante, la ville d'Athènes s'est effondrée à cause justement de la démocratie, ce qui est ni vrai ni faux. C'est-à-dire que la démocratie a permis beaucoup de choses pour la ville d'Athènes et elle s'est pas spécialement effondrée. Mais il y avait toute une noblesse dont le pouvoir était bridé par la démocratie qui détestait cette démocratie. Et Platon en est un peu un exemple de justement tous ces nobles qui détestaient la démocratie athénienne. Alors pour des bonnes et des mauvaises raisons. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui on est démocrate et que finalement la démocratie on a trouvé ça meilleur aujourd'hui, que Platon dit que des bêtises ou que c'est l'ancêtre du fascisme. C'est ni faux ni vrai, quoi. C'est vrai qu'il y a une vision qui est très dure chez Platon, mais en même temps qui est pas complètement dénuée de sens, et je pense qu'il pose des bonnes questions mais qu'il répond très mal en fait. Alors maintenant, on va voir l'origine du monde selon Platon. C'est dans le Timée, un peu plus loin dans le texte. Alors, or si ce monde est beau et son auteur excellent, il est évident qu'il a eu les yeux sur le modèle éternel. Alors le modèle éternel, faut se dire que chez Platon, il y a ce qu'on appelle des idées. Des idées, ce sont j'expliquerai ça un peu plus tard exactement ce que c'est une idée, mais une idée c'est une image. Ça revient, de toute façon, tout ce qui est idée, idéaux, ça revient au vocabulaire de la vue, donc un modèle, ça serait une idée. Voilà. A eu les yeux sur le modèle éternel. S'ils sont au contraire ce qu'il n'est même pas permis de dire, c'est sur le modèle qui est né. Il est donc clair pour tout le monde qu'il a eu les yeux sur le modèle éternel. Donc Dieu a eu les yeux sur le modèle éternel. Car le monde est la plus belle des choses qui sont nées, et son auteur la meilleure des causes. Donc si le monde a été produit de cette manière, il a été formé sur le modèle de ce qui est compris par le raisonnement et l'intelligence, et qui est toujours identique à soi-même. Un peu plus loin, plus on s'approche, plus c'est simple. Disons donc, pour quelle cause cela... je continue. Disons donc, pour quelle cause celui qui a formé le devenir et l'univers l'a formé. Il était bon. Et chez celui qui est bon, il ne naît jamais d'envie pour quoi que ce soit. Exempt d'envie, il a voulu que toutes choses fussent autant que possible semblables à lui-même.
Que ce soit là le principe le plus effectif du devenir et de l'ordre du monde, c'est l'opinion d'hommes sages qu'on peut admettre en toute sûreté. Le Dieu, en effet, voulant que tout fût bon et que rien ne fût mauvais autant que cela est possible, prit toute la masse des choses visibles qui n'étaient pas en repos, mais se mouvaient sans règle et sans ordre, et la fit passer du désordre à l'ordre, estimant que l'ordre étant préférable à tout égard. Donc voilà, en gros, c'était le bordel, et Dieu arrive et il met de l'ordre dans tout ça. Donc là, on a la même vision que chez Thalès, c'est-à-dire que c'est Dieu arrive. Et pourquoi est-ce que Dieu crée le monde? Là, il a eu le choix. C'est parce que il était bon. Hein, il aurait pu être mauvais, mais il était bon. Hein, c'est marrant comment je suis sûr que c'est pas une erreur de traduction. Il était bon, c'est pas il est bon dans le sens il est toujours, il est encore aujourd'hui. C'est il était bon. À l'époque, il était bon. Quand il l'a créé, il était plein de bonté. Il a créé l'univers. Donc voilà comment s'est créé l'univers selon Platon, c'est Dieu qui arrive et qui met un peu d'ordre dans tout ça. Alors l'ordre c'est important puisqu'on a vu que les dieux grecs faisaient partie d'un cosmos et ce cosmos c'était un ordre et donc justement l'acte répréhensible, le mal, c'est ce qui met le monde en désordre justement. Hein, c'est ce qui commet l'hubris. D'où vraiment il y a une logique dans ce que je dis et dans le monde grec. Hein. Je continue la lecture. Il mit l'intelligence dans l'âme et l'âme dans le corps, et il construisit l'univers de manière à en faire une œuvre qui fût naturellement la plus belle possible et la meilleure. Ainsi, à raisonner suivant, la vraisemblance, il faut dire que ce monde, qui est un animal véritablement doué d'une âme et d'une intelligence, a été formé par la providence de Dieu. Voilà, c'est presque un texte, c'est un texte religieux, quoi. C'est formé par Dieu. Au passage, toute petite différence avec Zénon, Délé, qui pensait qu'il y avait plusieurs univers, par exemple, chez Platon il n'y en a qu'un seul, cette phrase du Timée. Afin donc que notre monde fût semblable en unité à l'animal parfait, l'auteur n'en a fait ni deux, ni un nombre infini, il n'est né que ce ciel unique, et il n'en naîtra plus d'autre. À l'origine de la métaphysique, on n'avait pas forcément Dieu, où on se demandait mais comment est-ce que Dieu a réussi à faire tout ça. On n'avait pas encore la métaphysique d'Aristote, donc comment est-ce qu'on imaginait que Dieu a fait l'univers? On s'imaginait qu'il y avait des éléments comme l'eau, la terre, le feu, le vent ou l'air, et que ces éléments étaient combinés d'une certaine façon, et c'est avec ces éléments combinés qu'on arrivait à faire le monde. Par exemple, chez Thalès, l'eau était l'élément qui était en fait on va dire une sorte de substance divine. Et cette matière divine était combinée de différentes façons, faisant la terre, les hommes, etc. La grande substance chez Héraclite, c'était le feu éternel, machin, etc. Et comme on l'a vu chez Démocrite, qui est contemporain de Platon, chez Démocrite, justement, les atomes sont des insécables, voilà, on peut plus indivisibles, hein, et justement, cet atome composait justement toutes les matières, l'eau, le feu, la terre, etc. Et chez Platon, il y a une vision complètement inverse de celle de Démocrite. Or, ce qui a commencé doit être nécessairement être corporel et ainsi visible et tangible. Mais sans feu, rien ne saurait être visible ni tangible sans quelque chose de solide, ni solide sans terre. Ainsi est-ce du feu et de la terre que le Dieu prit d'abord quand il se mit à composer le corps de l'univers. Aussi, comme les solides sont toujours joints par deux médéités, et jamais par une seule, le Dieu a mis l'eau et l'air entre le feu et la terre, et les a fait proportionner l'un à l'autre autant qu'il était possible. Chacun des quatre éléments est entré tout entier dans la composition du monde, car son auteur l'a composé de tout le feu, de toute l'eau, de toute l'air, de toute la terre, sans laisser en dehors de lui aucune proportion ni puissance d'aucun de ces éléments. Son dessein était en premier lieu qu'il y eût autant que possible un animal entier, parfait et formé de parties parfaites, et en outre qu'il fût un, vu qu'il ne restait rien dont il n'aurait pu naître quelque chose de semblable, et en un dernier lieu pour qu'il échappât à la vieillesse et à la maladie. Il savait en effet que lorsqu'un corps composé est entouré du dehors et attaché à un contretemps par le chaud, le froid et toute autre attaque énergétique, il le dissolve, y introduisent les maladies et la vieillesse et le font périr. Voilà pourquoi et pour quelle raison le Dieu a construit avec tous les tout, ce tout unique, parfait et inaccessible à la vieillesse et à la maladie.
Il y a un élément qu'il faut juste remarquer, ça va nous aider après à comprendre Descartes et Spinoza, c'est que apparemment Dieu, quand il crée le monde, il utilise toute la matière disponible, il laisse pas de la matière de côté. Ce qui me fait penser en fait que après il va y avoir une grosse dispute pour savoir est-ce que le chiffre zéro par exemple peut exister, est-ce que le néant ou le vide peut exister, parce que si Dieu c'est le tout, comprend aussi toute la matière du monde et il ne peut pas y avoir du vide dans cette matière du monde. Il est forcément composé de quelque chose puisque ça veut dire qu'il y a un endroit du monde dans lequel Dieu n'est pas. Et donc chez Platon c'est clair, hein, Dieu est partout, Dieu a formé le monde avec tout ce qu'il avait sous la main pour le faire. Et donc il faut bien comprendre que après ça va poser des problèmes plus théologiques qu'autre chose, mais ça va être important pour comprendre Spinoza, justement le fait que Dieu il prend toute la matière du monde et il la met en ordre. Il crée un ordre. Donc après ça on va avoir une autre vision, mais ça c'est vraiment une nuance différente. Est-ce que Dieu compose le monde en entier ou est-ce qu'il compose le Dieu en une partie? Ça veut dire qu'il y a des parties qui sont composées par autre chose, par le vide ou le néant. Et ça a été un débat énorme pour savoir si oui ou non on pouvait admettre que le chiffre zéro par exemple exista. Petit passage très important dans ce texte qui va nous permettre de justement parler du phédon et de l'âme chez Platon, et justement on va arriver à un thème encore dans la métaphysique qui va, j'espère, vous intéresser, c'est la mort. Et voilà. Mais le Dieu a fait l'âme avant le corps et supérieure au corps en âge et en vertu parce qu'elle était destinée à dominer et à commander et le corps à obéir. Encore un petit peu de timé. Lorsque la composition de l'âme fut achevée au gré de son auteur, il disposa au-dedans d'elle tout ce qui est corporel, et il les ajusta ensemble en les liant centre à centre. Alors l'âme, tissée à travers tout le ciel, du centre à l'extrémité, enveloppant en cercle du dehors et tournant sur elle-même, inaugura le divin début d'une vie perpétuelle et sage pour toute la suite des temps. Ainsi naquirent d'une part le corps visible du ciel, et d'autre l'âme invisible, mais participant à la raison et à l'harmonie, la meilleure des choses engendrées et par le meilleur des êtres intelligibles et qui sont éternellement. Encore un petit passage de Platon, mais là contre Démocrite, si vous avez compris très clairement. Hein. Il faut ajouter à notre exposition ce qui naît par l'action de la nécessité, car la génération de ce monde est le résultat de l'action combinée de la nécessité et de l'intelligence. Toutefois, l'intelligence a pris le dessus sur la nécessité, en lui persuadant de diriger au bien la plupart des choses qui naissent. C'est ainsi, et sur ce principe, que cet univers fut façonné dès le commencement par la nécessité cédant à la persuasion de la sagesse. Donc en gros, c'est la sagesse qui perçoit de la nécessité. Donc finalement, on va voir ça hein, chez Platon, le monde est de toute façon hiérarchisé. Et au-dessus, il y a la sagesse, il y a rien d'autre. Et donc la nécessité de Démocrite, il peut se la mettre là où il veut, parce que pour lui, c'est comme c'est Dieu qui crée le monde, on peut dire que c'est la sagesse de Dieu qui est au-delà de la nécessité des atomes qu'on a chez Démocrite. Vous voyez, de toute façon, je veux dire, Platon a dit qu'il fallait brûler toutes les œuvres de Démocrite, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a vraiment une opposition, mais là vraiment métaphysique, c'est-à-dire sur la création du monde, sur ce qu'on peut comprendre du monde, ou sur ce qui est bien, etc., ou le bonheur, qui sont mais vraiment totalement opposés entre Démocrite et Platon. Alors on va un peu laisser tomber le livre et on va essayer de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça, parce que ça a évidemment des influences. Comme je l'ai dit avant, hein, vous prenez les trois philosophes, les trois premiers que je vous ai présentés, vous mixez tout ça et vous avez toute l'histoire de la philosophie occidentale. Donc voilà. Le point de vue le plus sage qu'on puisse avoir sur la philosophie, de toute façon, quand on l'étudie d'un point de vue historique, c'est de dire que les Grecs ont tout dit et on ne fait que finalement répéter avec d'autres mots ce qu'ils ont déjà dit. Alors de mon point de vue, la grande question de laquelle peut partir toute la philosophie platonicienne est la suivante. On la trouve dans la rhétorique, je raconte dans la République de Platon, et c'est quelque chose qui s'appelle l'anneau de Gygès. Il y a deux, alors Platon aime bien raconter des histoires pour parler de sa philosophie, hein. Il y a la caverne de Platon qui est tellement commentée que j'ai pas envie d'en parler, mais il y a aussi l'anneau de Gygès qui est moins commenté et à mon avis il est plus fondamental dans la philosophie platonicienne pour comprendre quelle est la bonne question que pose Platon. La bonne question que pose Platon, c'est évidemment qu'est-ce qu'une bonne organisation sociale, qu'est-ce qu'une bonne cité bien gouvernée, etc. Alors il a l'anneau de Gygès, c'est quoi? Chapitre 2 de la République de Platon. En gros, c'est comme le Seigneur des Anneaux finalement.
C'est exactement la même histoire, c'est-à-dire, il dit, bah, imaginez qu'on est un homme normal, moi, n'importe qui, et on lui donne un anneau, et quand il le passe au doigt, il devient invisible. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si on donne justement l'anneau de Gigès à un homme? Est-ce qu'il va rester sage, prudent, normal, entre guillemets, ou est-ce qu'il va s'en servir pour défendre ses intérêts, ou est-ce qu'il va faire le bien ou le mal, etc. Il y a vraiment une notion très profonde dans l'anneau de Gigès, c'est que vous mettez de l'anneau de Gigès, alors au début, vous restez normal, mais ça peut servir. Puis un jour, vous en avez besoin pour aider un pote, ou pour faire je sais pas quoi, ou pour vous sortir de la nécessité, parce que vous avez des problèmes d'argent, vous voulez savoir si votre femme vous trompe, hein. Je veux dire, personne n'est à l'abri de déconner à un moment donné ou à un autre. Et puis vous utilisez justement cet anneau de Gigès, et puis vous vous mettez à être invisible, et vous pouvez savoir ce qui se passe, quoi. Vous pouvez suivre votre femme dans la rue, elle peut pas vous voir, vous pouvez tuer quelqu'un, on saura pas que c'est vous, vous pouvez faire plein de choses. Et l'anneau de Gigès, c'est vraiment fondamental, parce que l'idée n'est pas évidemment qu'on devient invisible aux yeux de la société, bon c'est ça dans la petite histoire, mais l'idée c'est qu'on devient invisible aux yeux de la loi. Et en fait, dans l'idée de Platon, c'est comment on peut fonder une société dans justement l'idée que certaines personnes investies des pouvoirs vont finir par devenir invisibles. Alors non pas, on n'est pas dans des pouvoirs magiques, on n'est pas invisible aux yeux des autres, et bien sûr, on est invisible aux yeux de la loi. Et je pense que pour Platon, l'idée, tout découle de là. C'est-à-dire que si quelqu'un devient invisible aux yeux de la loi, il faut forcément un autre principe que la loi pour qu'un individu soit bon ou agisse dans le bien-être, pour le bien de la cité. Et quel serait ce principe? Aujourd'hui, on appelle ça l'éthique, la morale, etc. Mais à l'époque, c'était difficile à fonder parce qu'on disait, regardez, notre société est bien gouvernée, on a de bonnes lois. Et c'est vrai qu'on peut dire, bah, de bonnes lois permettent de bien gouverner une cité, mais on a le sentiment quand même que quand certaines personnes deviennent trop riches, trop puissants, etc., eh bien, ils vont causer du tort à une cité. Et comme pour Platon, il y a ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en bas, bah forcément, il faut agir sur ceux qui sont au-dessus, parce que pour lui, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont la vérité, etc. Comme lui, hein, c'est-à-dire les nobles, hein, comme lui, ont la vérité, etc., etc. Et donc, l'idée fondamentale chez Platon, c'est voilà, comment on peut faire pour que ces nobles, ces riches, n'abusent pas de leur pouvoir, soient justes, soient vraiment dans l'idée de vertu, soient justes, soient bons, etc. Et donc, c'est vraiment toute la réflexion de Platon découle de ça. Alors évidemment, c'est Socrate qui le dit dans les dialogues, mais je pense que on a fait beaucoup parler Socrate, et c'est surtout Platon qui parlait derrière. Donc on a vraiment cette idée d'anneau de Gigès. On se dit, bah, qu'est-ce qu'il faut rajouter aux élites pour qu'elles soient qu'elles arrêtent qu'elles fassent pas n'importe quoi quand elles sont invisibles aux yeux de la loi. Et je pense que vraiment, si on a bien compris cette problématique-là, on peut comprendre la mauvaise réponse qu'a donnée Platon à cette problématique. Alors pour lui, comment ça fonctionne? Il va utiliser tout simplement la logique. Il va dire, voilà, il y a des choses très logiques, et vous allez voir que finalement la mort, toutes ces choses-là, et l'âme va en découler, et tout ça, c'est très logique. Dans le Phédon de Platon, par exemple. Alors il fait parler Socrate, bien sûr. Socrate dit tout un tas de choses, et il utilise sa logique. Quand vous êtes... là, je suis réveillé, par exemple. Je suis dans un état qui est celui d'être réveillé. Et puis, je peux être en même temps dans un état qui est celui d'être endormi. Et quand je passe d'un état éveillé à un état endormi, on appelle ça le sommeil. Je passe à un état endormi, et le réveil, je repasse à un état où je suis éveillé. Voilà, je suis éveillé, j'ai sommeil, je suis dans un autre état qui est celui de repos, je suis en train de dormir, je me réveille, et je suis nouveau en état d'éveil, et ainsi de suite. Et ben il va dire, ça c'est logique, on est d'accord, hein, les choses se suivent, etc., il n'y a pas de problème. Il va dire, pour la mort, c'est la même chose. Quand on meurt, quand on est vivant, on est dans un état vivant, on a le décès, puis on meurt. Et quand on est mort, eh bien, à ce moment-là, il y a un état suivant qui est, appelez ça comme vous voulez, on va dire la résurrection, même si c'est pas le mot qu'il faut utiliser, je me souviens plus du mot exact. Donc il y a la résurrection, et, euh, et cette résurrection vous fait de nouveau passer dans un état où vous êtes vivant, puis vous allez décéder, mourir, puis résurrection, ainsi de suite.
Ça paraissait évident. Mais alors, on va lui dire, mais attends Platon, on ressuscite jamais le même, on n'est pas le même. Bah, il va dire, bah, oui mon petit, ton corps va mourir, ton corps va dépérir, etc. Mais c'est pas grave, parce que ton âme, et j'ai lu le Timée de Platon justement pour que vous compreniez bien que le monde est une âme en elle-même, une grande âme. Et on est une petite âme dans cette grande âme qu'est le monde, en fait. Et notre âme, justement, après, alors c'est un passage très très poétique chez Platon, ou alors il va nous dire, voilà, elle est chargée sur un espèce de destrier fougueux qui nous fait pencher à droite et à gauche, etc. Bon. Alors je vais un peu parler de l'enfer grec pour vous expliquer qu'est-ce qui arrive à cette âme. Alors cette âme, on est toujours dans l'idée de, voilà, on meurt, ouais, on meurt, on est dans un état de mort, puis on ressuscite en état vivant, et ainsi de suite. Et donc, quand on est mort, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des lieux en enfer, il y en a beaucoup, hein, il y a les Champs-Élysées, le pré d'Asphodèle et le Tartare. Alors, Tartare, c'est pour expier ses fautes. Alors, les héros qui sont morts à la guerre, ils vont bien sûr aux Champs-Élysées. Ceux qui n'ont rien fait dans leur vie vont au pré d'Asphodèle, où tout est chiant, en fait. Quand vous avez une vie chiante, vous allez dans un endroit chiant, en enfer. Et puis, si ceux qui vous avez commis des petites bêtises, vous allez au Tartare. Dans cet enfer, vous avez un fleuve qui vous emmène en enfer, c'est l'Achéron. Donc quand vous entendez dans un texte grec, n'aie pas peur de l'Achéron, l'Achéron c'est le fleuve des enfers. Alors vous en avez plusieurs en fonction des péchés, des crimes que vous avez commis. L'Achéron, le Styx, le Cocyte, le Phlégeton et le Léthé. Alors le Styx est l'affluent de la Haine, le Phlégeton est la rivière de flamme, donc le Phlégeton c'est, si vous êtes Adolf Hitler, il est dans le Phlégeton si vous voulez. L'Achéron est le fleuve du chagrin, donc quand on meurt on est triste, donc on est emporté par l'Achéron jusqu'aux enfers. Le Cocyte est le torrent des lamentations, le Léthé est le ruisseau de l'oubli, et après on sort des enfers. Et pourquoi est-ce que le dernier ruisseau c'est le ruisseau de l'oubli? Parce que dans l'idée de Platon, notre âme passe, si elle a été mauvaise, elle passe un mauvais quart d'heure en enfer, alors quand tout va bien on est aux Champs-Élysées, on a gagné en quelque sorte, mais quand notre âme a été mauvaise, elle est purifiée par le Phlégeton, le Cocyte, etc. Et puis ou le Styx, hein, la plupart des gens vont dans le Styx, et en sortie des enfers, on passe par le Léthé, où notre âme oublie ce qu'elle a appris durant sa vie et durant sa mort. Et justement, cette âme purifiée, en quelque sorte, passe dans le Léthé, donc elle oublie tout ce qu'elle savait, et elle revient sur Terre, et on renaît, en quelque sorte. Donc voilà, pour Platon, toute sa logique va être de dire, bah voilà, l'âme, elle réincorpore un corps, et justement, c'est l'âme qui est plus importante que le corps. Et comme l'âme est plus importante que le corps, ce que j'ai dit, c'est pour ça que dans le texte, tout au début de cette vidéo, je dis, bah voilà, Platon répète ce qu'il a dit dans la République. Là, c'est Socrate. Voilà, on a bien vu que il faut qu'on partage les hommes, les femmes, et que personne ne reconnaisse aucun des enfants, puis il faut qu'on soit tous frères et sœurs. L'idée étant vraiment la suivante, c'est que il faut une espèce de caste au sommet de la société qui propose les meilleurs corps pour accueillir les meilleures âmes. Et les âmes étant les meilleures, les plus justes, les plus vertueuses et tout ce que vous voulez, ces âmes étant les meilleures, eh bien ces âmes bonnes justement vont être les meilleures pour pouvoir gouverner la cité, ce qui crée vraiment un monde totalement hiérarchisé où au sommet on a une espèce de caste de gens qui se reproduisent entre eux, pas parce qu'ils sont méchants mais parce que l'idée, c'est vraiment l'idée platonicienne, hein, parce que les gens justement vont recevoir les meilleures âmes puisqu'ils ont les meilleurs corps. Et recevant les meilleures âmes, ils vont être les meilleurs pour gouverner la cité. Donc finalement, ceux qui doivent diriger le monde, ou diriger la cité, ou diriger un pays, ce sont une espèce de petite caste, comme ça, de droit divin, pourrait-on dire aujourd'hui, parce que ils ont les meilleurs corps, donc ils vont réceptionner les meilleures âmes. Et autre chose qui est intéressant chez Platon, qu'est-ce que c'est justement, pourquoi il y a une différence entre le corps et l'âme, qu'on n'a pas chez Démocrite ou qu'on n'aurait pas chez Spinoza, c'est justement parce que il faut se concentrer sur l'âme chez Platon. C'est-à-dire qu'on a un corps, c'est bien, mais on a surtout une âme. Et en fait, qu'est-ce que fait le philosophe quand il fait son travail? Eh bien, il est dans la réminiscence. C'est-à-dire que comme il est passé dans le fleuve qui s'appelle le Léthé et qu'il est passé dans le fleuve de l'oubli, eh bien, quand il va travailler, quand il va faire des exercices
spirituel, il va travailler son âme et justement il va pas inventer quoi que ce soit, il avait déjà tout en lui, mais il va se ressouvenir ce que l'enfer lui avait fait oublier, il va s'en ressouvenir. Et justement le travail du philosophe, c'est de se concentrer sur son âme pour avoir l'âme justement la plus pure, pour deux choses, soit aller dans les Champs-Élysées bien sûr, soit revenir dans le corps d'un enfant qui serait né dans la haute société athénienne et justement proposer la meilleure arme pour ce meilleur corps possible. Donc on a vraiment cette vision-là chez Platon. Euh, voilà, alors comment comment est-ce qu'il pourrait, ça c'est vraiment sa théorie politique. Alors après on est contre ou pour, hein. Il y en a qui sont vraiment pour parce qu'ils sont vraiment riches souvent, ou ils ont vraiment beaucoup de pouvoir, donc ça leur semble normal que, je veux dire, quand on vous parle par exemple dans les débats à la télévision, on vous dit oui, la délinquance c'est quelque chose d'inné. Mais non, c'est, je veux dire, alors si on est platonicien, oui, on peut dire que on est né dans les mauvaises classes de la société et on a reçu une mauvaise âme ou une âme qui n'est pas pure, parce que l'idée c'est de se purifier l'âme hein, chez Platon. Et justement la philosophie permet de purifier l'âme, alors qu'elle permet de faire tas d'autres choses sur des tas d'autres auteurs. Alors, dire non, je veux dire, quand des hommes malheureusement souvent de droite vous disent voilà la délinquance c'est quelque chose d'inné, il faut vraiment être dans un monde platonicien et penser que la personne soit elle est génétiquement inférieure, soit elle a une âme qui est mauvaise et donc etc. Non, tout est une construction sociale, mais je veux dire, c'est pas une construction qu'ils ont inventée ces gens-là, c'est quelque chose qui remonte il y a très longtemps. Et à l'inverse étant vrai, hein, si vous êtes quelqu'un de riche, de puissant, etc., c'est pas bien. Après on dira c'est parce que Dieu l'a voulu, mais avant ça, on disait c'est parce que votre âme est bonne, et c'est parce que elle est passée par les enfers, etc., et que en revenant, elle est venue dans un corps bon, et vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous avez une bonne âme, et vous êtes quelqu'un de puissant, et c'est l'âme qui a choisi ce corps puissant, vous voyez. Voilà, ça permet de justifier des hiérarchies, hein, parce que le monde est très hiérarchisé, c'est plus chez Platon. Et donc ça permet justement de justifier une hiérarchie, un état de fait dans la société. Justement, alors on va commencer à doucement aller vers Aristote, mais quand on parle justement de l'allégorie de la caverne chez Platon, qu'est-ce qu'on veut dire? On dit on est des esclaves enchaînés qui regardent des illusions, et le philosophe c'est celui qui vous invite à sortir de la caverne et à aller voir la vérité. La vérité dans le sens qu'elle serait plus pure que les illusions qu'on peut voir, ce qui est pas faux d'ailleurs. Et donc ce que veut Platon, c'est qu'on abandonne les plaisirs du corps et qu'on abandonne ce corps qui ne sert à rien et qu'on se concentre sur son âme pour se purifier le plus possible. Alors, on va doucement aller justement vers Aristote, parce qu'Aristote était l'élève de Platon, et quand Platon nous dit tout ça, on se dit je suis d'accord, je suis pas d'accord, on peut penser des tas de choses, mais on va se dire mais alors qu'est-ce qui est plus pur? Et il y a la théorie des idées justement chez Platon. La théorie des idées sont quoi? Les idées sont des formes pures et immuables. C'est le modèle duquel s'est servi Dieu pour créer le monde, hein, une forme pure et immuable, les idées. Et donc, qu'est-ce que fait quand on a un moment de réminiscence? C'est-à-dire que quand on fait de la philosophie, on cherche, on fait de la recherche scientifique presque, on essaye de comprendre la complexité du monde, et dans cette compréhension de la complexité du monde, on va augmenter notre savoir, et en augmentant notre savoir, on va purifier notre âme. Et notre âme se purifie, pas parce parce que l'homme est génial, mais parce qu'elle a un moment de réminiscence, c'est-à-dire qu'elle se souvient des idées qu'elle connaissait avant de passer par justement le l'été où elle a oublié. Voilà. Et donc, il veut qu'on se concentre sur le corps, et il veut qu'on se concentre sur les idées. Il veut justement qu'on ne voit plus que des idées, parce qu'elles sont pures, elles sont vraies, elles sont immuables, elles existent toujours. Comme j'ai pu le dire, hein, chez Platon, l'idée de la table est plus réelle que la table, parce que tout simplement, l'idée de la table, elle est pure, immuable, elle existe dans un ciel des idées, et la table, elle change tout le temps. Et donc, justement, alors ça tout devient logique, et bien il faut se concentrer sur les idées et purifier son âme pour arriver, alors ça c'est le summum du philosophe, c'est de pas arriver dans Champs-Élysées, parce que ça c'est quand on a fait la guerre, mais d'arriver justement de retourner dans le ciel des idées, et, justement c'est ça la théorie de l'allégorie de la caverne aussi, c'est sortir de ce monde d'illusions pour arriver dans un monde de vérité.
Et c'est le travail du philosophe dans sa vie, mais c'est aussi le principe de l'âme humaine, c'est-à-dire d'essayer d'aller vers la vérité. Alors il y a quelque chose de, on peut dire Platon, c'est un connard fasciste, c'est pas faux, mais on peut aussi dire il y a une espèce de, c'est une très belle poésie quelque part. Hein, je veux dire, celui qui prend encore ça au sérieux est un peu arriéré à mon humble avis. Mais il y a quand même une très belle poésie chez Platon du dépassement de soi vers la connaissance et vers la sagesse. Alors là, on est vraiment dans des, quand je dis philosophia, là, je suis vraiment dans la connaissance, je suis pas du tout dans l'art de vivre. Hein. C'est genre quand on doit laisser tomber les plaisirs du corps et se concentrer sur le plaisir de la connaissance, on est vraiment très loin de Démocrite, qui nous dirait mais non, pas du tout, Socrate raconte n'importe quoi, le monde là existe, il est plus réel que son monde des idées que personne n'a jamais vu, il est plus réel que son Dieu que personne n'a jamais vu, les atomes, les insécables aussi, il les développe par rapport à la logique, et pour lui, le bonheur sur Terre ne va pas être, ça va être justement le mouvement inverse, ça va être de dire, là chez Démocrite, hein, le mouvement va être complètement inverse de celui de Platon. Platon va dire, c'est pas, oublions le corps et concentrons-nous sur notre âme. Et Démocrite va dire, le corps et l'âme, c'est la même chose. Tout ça, ce sont des atomes, et les atomes sont mus, dirigés et bougent. Enfin, ils sont vraiment mus par la nécessité, c'est-à-dire ils ne peuvent rien faire d'autre que de faire ce qui est nécessaire, ce qui correspond à leur être. Et donc, soyons juste heureux d'être comme on est ou d'exister, puisqu'on existe de façon ni parfaite ni imparfaite, ça n'a pas de sens, on existe de façon complètement nécessaire. Donc voilà. Donc vous avez vu un peu chez Platon, il y a une approche du début du monde. Il y a il y a ces idées pures que le philosophe recherche, hein, qui est très bien développé dans l'allégorie de la caverne. Et alors, je vais introduire Aristote, qui est le grand, vraiment le très très grand métaphysicien, je pense, parce que c'est le premier. Alors il dit, il faut bien comprendre comment il est arrivé à cette idée-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui avait du potentiel et qui l'a bien réalisé. Et après avoir étudié la botanique, la médecine, l'astrophysique, la rhétorique, le dialogue, enfin il a tout étudié. Et il se dit, mais il y a une science au-dessus de tout ça. Et ça s'appelle la métaphysique. Il va dire, mais il y a des principes, il y a des façons de raisonner qui sont vraies pour toutes les sciences. Et c'est ça qu'il recherche justement Aristote, c'est des façons de voir le monde qui seraient vraies pour toutes les sciences, qui seraient vraies aussi pour des sciences comme la science de bien vivre, le bonheur, l'amour. Enfin, il aimerait bien avoir une science qui permette de justement d'être au-delà de tout ça de proposer un certain nombre de termes, de visions du monde qui permettent justement de décrire ce monde et d'avoir quelque part toujours raison, c'est-à-dire la science de la vérité, si en quelque sorte. Et on va voir que c'est quand même très pratique Aristote, la métaphysique d'Aristote, a priori ça a l'air lourdingue, mais en réalité c'est hyper pratique. Et ça marche toujours aujourd'hui, c'est pour ça qu'Aristote est vraiment un génie, parce que même ce soir là, vous allez pouvoir utiliser la métaphysique d'Aristote pour mieux vivre, enfin j'espère. Et savoir que je vais poser la question qui permet de faire la transition entre les deux, mais si Platon a raison et que il y a les idées qui sont des formes éternelles et immuables, eh bien, quelle est l'essence de ces idées? De quoi sont composées ces idées? Et on va arriver dans un nouveau vocabulaire, dans une nouvelle forme de pensée qui est celle d'Aristote, qui est substance, essence, mode, attribut, qui sera le dialogue de toute la scolastique occidentale pas jusqu'à aujourd'hui, mais disons jusqu'à Kant, quoi. Ça, pendant 1000 ans, ce type, par son génie, a régné sur le monde de la métaphysique, et c'était, je pense, en partie mérité. Je pense qu'il est très très fort, et ce qu'il dit, on peut contredire, on peut dire non, je suis pas d'accord, c'est une mauvaise vision du monde, mais on va voir qu'Aristote c'est un malin, et ce qu'il nous dit du monde est très intéressant et génial. Encore une petite chose sur Aristote. Alors il est né en 384 avant Jésus-Christ et il est mort en 322 avant Jésus-Christ. Aristote, comment dirais-je, il est quelque part associé à Alexandre le Grand, parce que c'était le prof, en gros le tuteur d'Alexandre le Grand. Alors pour tous ceux qui veulent savoir,
pourquoi est-ce que il y a un couple extraordinaire dans l'histoire qui est Aristote, c'est le plus grand génie de l'époque. Pendant les 1000 prochaines années, ce sera le plus grand génie et le plus grand génie militaire de l'époque. C'est vraiment intéressant de voir le lien. Alors, vous voyez, faut que vous regardiez la, en gros, le génie d'Aristote, je vais essayer de vous l'expliquer à la suite, mais le génie d'Alexandre le Grand, deux références que je peux vous donner, qui sont très vite vues, hein, c'est euh, le cordon de... Comment ça s'appelle? Oui, pardon, je me suis un peu loupé. C'est le nœud gordien. Comment couper un nœud gordien, c'est-à-dire un nœud, a priori, qu'on peut pas défaire. Et il a une réponse assez intéressante à ça, donc je vous gâche pas la surprise, allez voir comment Alexandre le Grand résout le problème du nœud gordien. Et puis la deuxième chose, c'est la bataille de Gilgamesh. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi Alexandre le Grand était, on l'a appelé le Grand. Bataille de Gilgamesh, je sais plus la date, mais ça vaut le coup. Regardez ça parce que autant Philippe II était le père d'Alexandre le Grand, il a mis une claque aux Athéniens et à Athènes par une manœuvre militaire qui était un peu inédite à l'époque, hein, une charge de cavalerie oblique. Et puis après, vous avez le fiston qui a été éduqué par Aristote, qui a conquis quasiment de tout le monde connu, de la Macédoine jusqu'en Inde. Et donc pour faire ça, il fallait pas être le dernier des crétins. Et voilà, si vous voulez savoir l'étendue du génie militaire d'Alexandre, vous regardez la bataille de Gilgamesh et vous allez voir qu'on peut gagner à 1 contre 4, c'est possible. Voilà. Pour continuer sur Aristote, les grandes notions, je les développerai dans la vidéo suivante. Là, je vais encore un peu parler d'Aristote. Alors, Aristote, c'est quelqu'un qui, Platon a fondé une école de pensée qui s'appelle l'Académie. Aristote a fondé ce qui s'appelle le lycée. Alors il y a des tas, hein, il y a des tas de lieux de philosophie et chaque lieu est important parce que ça veut dire quelque chose. L'Académie de Platon, c'est pas tout à fait la même chose que le lycée d'Aristote, qui est pas tout à fait le Porche des Stoïciens. Où vous avez le cimetière pour chiens des Cyniques. Ça c'est Diogène, c'était un rigolo de l'époque. J'en parlerai pas là parce que dans Métaphysique, Diogène c'est plutôt, si on peut en parler, c'est celui qui s'est foutu de la gueule je crois qu'il s'est foutu de la gueule d'Aristote ou de Platon, je sais plus, en déplumant un poulet et en disant voilà l'homme selon Aristote ou Platon, je sais plus maintenant. Et bon voilà. Vous aviez le jardin d'Épicure, voilà, et tous ces lieux veulent dire vraiment quelque chose. C'est-à-dire que quand on est dans le lycée, on n'est pas tout à fait dans le jardin, ni dans le cimetière pour chiens, on n'est pas sous le porche, comme les stoïciens qui étaient dans la rue et qui faisaient de la philosophie sous un porche. Un porche, ça se dit enfin, je sais plus comment c'est stoé, je crois, en grec, donc les stoïciens, ça vient de là. Non, porche, c'est stoa, donc d'où vient un stoïcien. Et justement, on va parler des stoïciens après et d'Épicure, parce que c'est en gros ce qui se passe en dernier en termes de philosophie grecque, antique, les stoïciens et les épicuriens, et toute cette philosophie va être amenée à Rome. Et après, on va suivre des Romains, Lucrèce, Sénèque, etc. Et donc, voilà, alors, mais en attendant d'arriver là, on est au lycée d'Aristote. Aristote est quelqu'un qui a enseigné toute sa vie, était un grand chercheur. Et vous avez la célèbre toile, alors je sais plus qui l'a peint, je vais dire une connerie, je crois que c'est Raphaël, mais j'en sais rien. Et en gros, vous avez, je sais plus du tout, vous avez Platon qui montre le ciel des idées, et Aristote qui montre la terre, comme ça. Et vous avez une espèce d'opposition entre Platon et Aristote. Alors Aristote, l'intérêt d'Aristote, c'est que lui, sa méthode d'observation, c'est il prend la loupe. Il s'intéresse à n'importe quel sujet, il va prendre sa loupe, il va prendre toutes ses affaires et il va aller sur le terrain pour chercher, pour creuser, pour déterrer. S'il s'intéresse à la botanique, il y va à fond. Il va essayer de connaître tout ce que... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, c'est quelqu'un qui étudie. Et vers la fin de sa vie, après avoir étudié tout ce qui était possible et avoir enseigné toute sa vie, il a commencé à se dire il y a des choses, un certain nombre il y a des choses, sans pouvoir expliquer, on va dire des choses, des phénomènes, il y a un certain nombre de choses qui sont toujours un peu les mêmes dans toutes les sciences, et ça va être sa manière de raisonner pour dire, bah voilà, il y a une science qui domine toutes les autres,
c'est la métaphysique. Alors il va dire que c'est la philosophie, mais en fait c'est qu'une branche de la philosophie. Il va dire c'est la métaphysique, parce que ça domine effectivement pas tout, vu que la métaphysique a été déconstruite par des gens comme Kant ou Heidegger. Et donc il va dire, bah voilà, il y a une science qui doit dominer toutes les autres. C'est pas la science de Dieu, mais ça serait une science qui permette de comprendre toutes les autres sciences sans savoir quoi que ce soit en musique. Il doit y avoir un certain nombre de choses qui sont vraies en musique que je peux savoir a priori, et de là va découler les catégories d'Aristote, va découler tout un tas de choses que j'ai pas notées d'ailleurs. Bon. et, et tout ça, ça va compter, et ça va être utilisé, et ça sera utilisé encore pendant 1400 ans. Donc ne rigolons pas trop, hein, c'est du très très lourd, Aristote. Et quand on a compris quelques notions clés et fondamentales, on peut commencer à s'orienter dans son esprit très facilement, et d'une façon très simple. Et vraiment, Aristote est un grand bonhomme, et j'espère que je vais réussir à vous donner envie de le découvrir. De plus que, en plus, Aristote, ça s'utilise vraiment au quotidien, toujours aujourd'hui, 2600 ans plus tard. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était la 25e vidéo consacrée à la métaphysique, sur Platon essentiellement et un peu Aristote. Et puis la prochaine, ce sera carrément que du Aristote. Et puis après Aristote, on a encore Zénon de Cityon. Alors il y a Zénon d'Élée et Zénon de Cityon, faut pas confondre les deux. Et puis un peu d'Épicure. Et puis après, on va passer à Lucrèce, puis à Sénèque. Et on va voir des penseurs latins.